Veillée étrangère. Miguel Tejeda n'avait rien demandé. C'était avant l'aube, avant même que les coqs de Constanza ne réclament le soleil. Il avait pris son fusil, son couteau, une gourde de rhum, le même rituel que tous les samedis depuis ses 16 ans. Sa mère lui avait dit de rentrer avant la nuit. Il avait ri. Il avait 32 ans. Il connaissait ces montagnes comme la paume de sa main. La brume couchait sur les flancs de la cordillère centrale comme une respiration lente. Les pins pleuraient leur rosée dans l'obscurité. Les pierres du sentier luisaient, noires et lisses, et l'air sentait la terre mouillée, les feuilles en décomposition, quelque chose d'ancien. Il progressait depuis 2 heures quand il remarqua les empreintes. Des pieds nus dans la boue, des pieds de femmes, petits, étroits. Mais la direction ne collait pas. Les orteils pointaient vers lui, vers le bas de la pente. Or les traces allaient vers le haut. Miguel s'arrêta. Il s'accroupit, posa 2 doigts dans le creux d'une empreinte encore fraîche. La boue était froide. La trace était réelle. « Qui marche à l'envers dans cette montagne ?» murmura-t-il pour lui-même. Il n'obtint pas de réponse. Seulement le vent entre les pins et plus loin, bien plus loin, quelque chose qui ressemblait à un chant. Une mélodie sans parole, haute, filée, douce comme du miel versé sur du marbre. Il suivit les empreintes. Les empreintes menèrent Miguel jusqu'à une clairière que lui ne connaissait pas, et il avait pourtant arpenté ces bois depuis l'enfance. La brume s'était déposée au sol comme un lac blanc. Les arbres formaient un cercle presque parfait, et au centre de ce cercle, assise sur un rocher couvert de mousse, une silhouette, une femme, ou du moins quelque chose qui en avait la forme. Sa peau était d'un brun presque bleu, comme une nuit sans lune reflétée dans l'eau d'une rivière profonde. Ses cheveux noirs, lisses, brillants comme de la soie mouillée, cascadaient jusqu'au sol et recouvraient son corps entier, de la nuque aux pieds. Ses pieds. Miguel les vit au même moment. Les talons en avant, les orteils pointés vers l'arrière, vers la roche sur laquelle elle était assise. Elle ne bougeait pas. Elle le regardait. Ses yeux étaient sombres, non pas marrons, non pas noirs. L'absence totale de lumière. 2 puits sans fond dans un visage qui aurait été beau, terriblement beau, si ce n'était été pour l'angle impossible de ce sourire, trop large, trop immobile, comme peint sur la chair. « Viens plus près. » La voix venait de partout et de nulle part. Elle n'avait pas remué les lèvres. Miguel recula d'un pas, ses jambes refusaient de le porter plus loin que ça. Quelque chose dans sa poitrine s'était transformé en pierre. Pas de la peur, comprit-il plus tard, mais une fascination qui ressemblait à de la peur parce que les deux vous clouent au sol de la même manière. La créature inclina la tête. Ses cheveux glissèrent, révélant une épaule, un bras, une main aux doigts trop longs. « Tu as suivi mes traces jusqu'ici, les autres s'enfuient. Qu'est-ce que tu es ?» dit-il, et sa voix n'était qu'un souffle. Elle ne répondit pas. Elle se leva, sans bruit, sans effort, et fit un pas vers lui, puis un autre. Ses pieds ne laissaient aucune trace dans la boue de la clairière. Elle marchait à rebours sur le sol, mais le sol semblait ne pas le savoir. Miguel courut. Il ne s'arrêta qu'au bord du village, les poumons en feu, le fusil toujours à la main, sans avoir jamais songé à le soulever. On l'appelle la Ciguapa. Elle hante les contes dominicains depuis des siècles, présente dans les veillées de paysans, dans les avertissements des mères à leurs fils, dans les cauchemars de ceux qui s'aventurent seuls dans les montagnes de l'île. Le nom lui-même résonne comme un murmure, Ciguapa. 3 syllabes qui descendent dans la gorge comme une pierre dans un puits. La tradition la décrit toujours de la même façon. Silhouette féminine à la peau sombre ou bleutée, chevelure longue et lisse qui voile son corps comme un vêtement, et ses pieds, cette signature impossible, tournés à l'envers, les orteils vers l'arrière, les talons vers l'avant. Ce détail n'est pas anodin. Dans la culture dominicaine, les pieds inversés ont une double signification. D'abord, toute trace qu'elle laisse conduit dans la mauvaise direction. Celui qui la traque en forêt s'éloigne d'elle sans le savoir, ou au contraire marche droit vers elle alors qu'il croit fuir. Ensuite, et c'est plus profond, les pieds à l'envers signifient qu'elle appartient à un ordre inversé du monde. Ni vivante ni morte, ni humaine ni bête,
évoluant dans un miroir de la réalité où nos règles ne s'appliquent pas. Les premiers signalements écrits remontent au XVIIe siècle dans les récits de colons espagnols troublés par les histoires que leur rapportaient les esclaves africains et les derniers taïnos. Mais la légende elle-même est bien plus ancienne. Elle est l'une des rares figures du folklore dominicain qui ne soit pas importée, ni d'Espagne, ni d'Afrique, mais qui semble surgir de l'île elle-même, comme si la Hispaniola avait besoin de cette créature pour dire quelque chose sur ses propres montagnes. On raconte, et les anciens le racontent toujours sous les tamariniers quand la nuit est trop chaude pour dormir, qu'au commencement, quand l'île n'avait pas encore de nom, il y avait une fille. Elle s'appelait Yaya, et elle était la plus belle des filles du village au bord de la rivière. Mais Yaya avait un défaut qui, selon les hommes du village, était impardonnable. Elle ne voulait appartenir à personne. Les prétendants venaient. Elle les regardait sans les voir. Le chef lui envoya des cadeaux. Elle les rendit. Le fils du chef la demanda 3 fois en mariage. 3 fois, elle tourna les talons et disparut dans les bois. Le 4e refus, le fils du chef la suivit dans la forêt. Ce qui se passa dans ces bois, personne ne le sut avec certitude. Ce que l'on sait, c'est que Yaya revint seul, les yeux dans le vide, les pieds couverts de boue, et que le fils du chef ne revint jamais. Le chef convoqua les anciens. Ils décidèrent que la fille était possédée, qu'un esprit mauvais habitait son corps, que ses refus n'étaient pas de la liberté mais de la folie envoyée par les forces des montagnes. On la chassa du village. Elle gravit les pentes de la cordillère sans se retourner. Mais la nuit, les villageois entendaient son chant. Haut, filé, sans parole. Une mélodie qui n'appartenait à aucune langue humaine. Et certains hommes, en entendant ce chant, se levaient dans leur sommeil et marchaient vers les bois. Leurs femmes les retrouvaient au matin, assis au bord de la forêt, les yeux grands ouverts, incapables de dire ce qu'ils avaient vu. Certains ne parlèrent plus jamais. Les anciens dirent que Yaya s'était transformée. Que le refus répété, la solitude des hauteurs, la honte de l'exil avaient distordu son humanité comme on distord une branche verte, lentement, irrémédiablement. Ses pieds avaient tourné à l'envers parce qu'elle avait appris à marcher en arrière dans le monde, à rebrousser chaque chemin que les hommes avaient tracé pour elle. Elle ne cherche pas à tuer, disent les anciens. Elle cherche à être vue. Et c'est précisément là que réside le danger. Car ceux qui la voient vraiment, ceux qui plongent le regard dans ses yeux sans fond et comprennent ce qu'ils regardent, ne peuvent plus en détacher les leurs. Ils restent là, à la lisière de la forêt, à contempler quelque chose que les autres ne voient pas, jusqu'à ce que la faim, le froid ou la folie les prennent. Si jamais vous vous trouvez dans les montagnes de la Cordillère centrale, à Constanza, à Jarabacoa, sur les pentes du Pico Duarte, et que vous trouvez des empreintes dans la boue dont la direction ne fait pas sens, ne les suivez pas. C'est la règle la plus ancienne de l'île, la plus simple, la plus ignorée. Si vous entendez un chant sans parole venu du haut des arbres, ne levez pas les yeux, marchez droit devant vous, ne courez pas. La peur l'attire comme le sang attire les requins. Marchez, calmement, en récitant un nom que vous aimez à voix basse pour vous rappeler à qui vous appartenez. Et si vous la voyez, si la brume se lève et qu'une silhouette aux cheveux noirs se tient dans la clairière et vous regarde, fermez les yeux, fermez-les vraiment, comptez jusqu'à 20. Quand vous les rouvrirez, elle sera peut-être par-ci, peut-être. Miguel Tejeda ne parla de cette nuit-là à personne pendant 30 ans. Ce n'est que sur son lit de mort, à 62 ans, qu'il demanda à sa fille de s'asseoir près de lui. Il lui prit la main, il la regarda longtemps. Elle n'était pas méchante, dit-il enfin. Elle était seule. C'est pire. La Ciguapa nous rappelle quelque chose que les sociétés préfèrent oublier, que l'exil peut transformer, que ceux que nous chassons dans les forêts, pour leur refus, pour leur étrangeté, pour leur refus d'obéir, ne disparaissent pas. Ils attendent. Ils apprennent à marcher dans un monde inversé. Et parfois, ils reviennent nous regarder depuis la lisière des arbres. Je suis Damien Black. La semaine prochaine, nous voyagerons vers le Grand Nord. Là où la glace et le brouillard cachent des créatures que même les dieux auraient préféré ne pas créer. Ne suivez jamais des empreintes qui marchent à rebours.
veillée étrangère.